Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée Christine Gavini. Rectrice de l'Académie de Normandie jusqu'au 26 mars dernier, elle occupe désormais des fonctions au sein de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle, Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer. Cette année, en Normandie, 13 femmes cadres de la fonction publique suivent ce parcours ambitieux. Pour nous en dire plus, j'accueille Yann Derlin de l'Institut régional d'administration de Lille. Bonjour Yann, merci d'être avec nous. Bonjour et merci Isabelle Bonnet-Muret. Je suis très heureux, mais surtout très fier d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de l'ouverture de ce podcast. Il viendra enrichir une collection de podcasts de plus en plus conséquente au fil des sessions et en sera donc le numéro 10. Je voudrais juste dire quelques mots sur ce parcours de formation qui a été mis en place par l'IRAD Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture de Normandie à destination des femmes cadres de la fonction publique. En fait, l'objectif de ce parcours, c'est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. Au terme du parcours, cette interview permet aux stagiaires de rencontrer une personnalité féminine qui incarne un rôle modèle, source d'inspiration. Je tiens à remercier Madame Christine Gavini, la PFRH Normandie, les stagiaires de la promotion Normandie et leur coordinatrice Isabelle Bonnet-Muret pour la préparation de cette rencontre. Très bonne écoute. Nous allons maintenant présenter notre invitée. Alors mesdames, à vous de jouer. Madame Gavini, alors pour vous présenter en quelques mots, vous avez un parcours académique impressionnant, normalienne, diplômée de sciences politiques, agrégée en sciences sociales et docteur en sociologie des organisations. Vous avez été enseignante-chercheuse durant une dizaine d'années, avant de travailler dans différents cabinets ministériels pour porter des projets liés à la formation et à l'emploi, thématique que vous appréciez tout particulièrement, certainement parce que vous êtes sociologue des organisations. Absolument. Votre éducation a été marquée par les valeurs de la République que vous ont transmis vos parents enseignants et qui ont animé votre parcours. Nous sentons chez vous un engagement puissant, nourri par ces valeurs. Après votre expérience en cabinet ministériel, vous avez occupé des fonctions importantes au sein du ministère de l'Éducation nationale en tant que directrice d'administration centrale, d'inspectrice générale de l'administration et de rectrice. Vous connaissez bien la Normandie pour y avoir été rectrice durant 6 ans. Vous avez été choisie pour conduire la fusion des 2 académies normandes. Un défi de taille que vous avez aimé relever. Cela vous a permis de confronter les théories de la sociologie des organisations à la réalité de la création d'une académie nouvelle entièrement repensée. Vous apparaissez comme une femme persévérante et engagée, forte de convictions et de valeurs, et nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Nous avons hâte de faire la connaissance de la femme inspirante que vous êtes. Merci beaucoup, c'est très touchant. Alors je vais démarrer par la première question. Madame Gavini, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Alors, c'est une question importante parce que depuis le 26 mars, je ne suis plus rectrice et c'était en tant que rectrice que j'avais accepté l'invitation. Et donc, j'étais à l'époque normande et je me suis donc posé la question de poursuivre ce travail avec vous. Et je me suis dit que le sujet en valait la peine et que, bien sûr, ce sujet de l'égalité des femmes, notamment en égalité professionnelle, il me parle beaucoup. C'est un sujet de préoccupation, je dirais presque constant depuis longtemps, depuis que j'ai pris conscience de son importance. Et donc, il me semble que c'est utile. Et à ce titre, j'ai décidé de venir. Delphine Duvallée, je suis chargée de mission Parcoursup au sein de la délégation régionale académique à l'information et à l'orientation. Est-ce que vous diriez que vous avez construit votre carrière ? Est-ce que vous aviez un plan de carrière ? Alors, quand vous regardez ma carrière, vous voyez qu'il n'y avait pas de plan. Ça, parfois, pour faire sourire, j'ai tendance à raconter ma carrière en montrant les échecs, en fait, en partant de tout ce qui n'a pas fonctionné. Je vais pas le faire là parce que ce serait un peu long, mais en fait, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et beaucoup d'aléas. Et ce que je vous raconte, c'est que parfois, la rencontre ou la chance ou font qu'on a une carrière du type de la mienne, mais au fond, il n'y avait pas de plan de carrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très... Ma mère était très féministe, mes parents étaient professeurs, vous l'avez dit, de gauche, féministes, et ils m'ont aidée à avoir envie de dépasser en fait les clivages, la censure, l'autocensure, ça n'a jamais été un problème chez moi. Et donc, je me suis jamais fait tellement peur à aller faire des choses un peu difficiles et
typiquement aller aux Affaires étrangères ou à Matignon, c'est quand même des paris un peu risqués, mais alors sans aucun plan. Sarah Emmanuelle Rossi, je suis conseillère RH de proximité de la Seine-Maritime au rectorat de Normandie et je suis agent du ministère des Armées par voie de détachement au rectorat. Dans votre parcours professionnel, est-ce que vous pourriez partager votre plus grande réussite ? Il y en aurait beaucoup à citer. Il y a peut-être une chose qui va paraître étonnante, mais qui me rend folle de joie. Lorsque j'étais aux Affaires étrangères, on m'a alerté du fait que aux États-Unis, il n'y avait plus de librairie française. Et j'ai été sollicitée par le conseiller culturel à New York pour créer une librairie française à New York. Et on l'a fait. Ça a été extrêmement difficile parce qu'il fallait trouver beaucoup d'argent. Dès qu'on fait quelque chose aux États-Unis, il faut trouver énormément d'argent. Et il fallait convaincre, bien entendu, y compris le Quai d'Orsay qui était un peu dubitatif. Et aujourd'hui, cette librairie existe. Je ne suis pas allée au bout du projet parce que ensuite j'ai occupé d'autres fonctions. D'autres l'ont poursuivie. Elle existe. Elle s'appelle Albertine. Et elle joue un très grand rôle pour la communauté française. Elle est sur la 5e avenue. Les gens passent, ils entrent et ils trouvent des livres en français. Et pour moi, je tiens beaucoup à ça. Je suis très fière d'avoir participé un petit peu à mon niveau à ce projet. Bariza Midi, chef d'unité rémunération et carrière au sein du secrétariat général commun de la Seine-Maritime. Alors du coup, vous nous avez parlé d'échecs durant votre carrière. Quel enseignement en avez-vous tiré ? Alors, d'abord, peut-être la façon de les gérer, puisque j'en ai eu plusieurs, je le cache pas, plusieurs phases un peu plus difficiles. De me dire que, par exemple, il faut immédiatement se remobiliser sur un autre projet, quel qu'il soit, parce qu'il m'est arrivé, je ne le cache pas, d'avoir une forme de dépression courte, mais sur le fait d'avoir raté quelque chose et d'avoir du mal à me relancer, et donc faire très attention à ça. Et je le vis souvent et je le dis souvent à mes collègues, ils peuvent avoir des trous d'air dans une carrière, il y en a toujours. Ça m'a appris aussi à se dire il y a des rebonds. Et c'est toujours très étonnant les rebonds parce qu'on ne sait jamais ce à quoi on s'expose. Parce que on croit toujours qu'on va avoir justement un plan de carrière, puis en fait il n'y en a pas. Et c'est seulement une opportunité, quelqu'un qui passe, qui vous dit mais ça pourrait t'intéresser. Au début vous vous dites mais non, c'est pas du tout pour moi. Et puis finalement ça fonctionne. Et c'est ça que j'ai retenu. Elisa Duval, donc directrice des services de grève judiciaire, actuellement en détachement au sein de la direction régionale INSEE de Normandie dans le corps des attachés statisticiens. Pour vous, le plafond de verre, qu'est-ce que c'est et y avez-vous déjà été confronté ? Oui. Alors, j'ai beaucoup réfléchi en venant ici sur ces questions parce que pendant très longtemps, j'aurais répondu non à cette question. Pendant très longtemps, j'étais totalement inconsciente du fait que dans ma carrière, il y avait un plafond de verre. Je le caractériserai pas par le plafond de verre parce que j'ai réussi à faire des choses avec des hautes responsabilités, mais des difficultés que j'ai toujours mises pendant des années sur le compte d'autres choses que le fait d'être une femme. Et il a fallu beaucoup de travail, de formation, de lecture aussi, de sociologue notamment, mais aussi de discussion avec mes filles, qui sont très conscientes, très féministes et de belle manière, pour comprendre qu'un certain nombre de blocages que j'attribuais à d'autres éléments venaient sans doute aussi, et très probablement, du fait d'être une femme. Je vous en donne un exemple. Pratiquement dans tous les postes que j'ai occupés, à part celui de directrice, j'y reviendrai, j'ai eu une sorte de bizutage, voire j'appellerais ça très violemment un procès en légitimité. J'arrive, on considère que je ne devrais pas être là, et on se demande pourquoi je suis là. Alors, c'était caricatural à la défense, logiquement. Il se trouve que j'étais plutôt à la DGA, donc qui est un milieu de polytechniciens, très masculin, et que je ne suis pas polytechnicienne. Et donc, on me faisait comprendre que vraiment, on ne voyait vraiment pas ce que j'allais faire là. Je suis restée 4 ans quand même, donc j'ai prouvé que je pouvais faire quelques trucs. Mais ça a été assez lourd. Mais chaque fois que j'ai pris un job, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans mon parcours. Et si j'insiste sur le fait que comme rectrice, il n'y en a jamais eu la moindre question sur ma légitimité, c'est parce que les rectrices, il y en a 50% de femmes. C'est pas un hasard. Et donc, il y a plus de sujet. Il y avait aussi d'autres éléments, c'est pas des freins, mais c'est quand même des formes de sexisme déguisées sur, par exemple, les questions liées à l'apparence. Même des réflexions de la part de femmes, je le dis, qui m'expliquaient quand j'étais une jeune conseillère en cabinet, mais pourquoi tu portes pas de veste ? Il faut porter des vestes. Et il a fallu qu'on m'explique que c'est parce que les hommes allaient regarder les formes. C'est terrible, mais le plus dur de tout ça, c'est que à ce moment-là, je ne l'ai pas considéré comme du sexisme. C'est a posteriori aujourd'hui que je m'en rends compte. Donc c'est quand même terrible, cette intériorisation de la contrainte. Élise Brière, technicienne de recherche et formation à l'Éducation nationale.
Donc vous avez été confronté parfois peut-être à des propos ou des comportements sexistes. Est-ce que vous pensez que ça évolue ? Est-ce que ça a évolué tout au cours de votre carrière ? Franchement, énormément. Et je suis très heureuse que les nouvelles générations de jeunes filles soient extrêmement conscientes, éveillées sur ces sujets-là. C'est un vrai changement radical de mon point de vue. Il y a avant MeToo et après MeToo. Et je trouve que vraiment, que ce soit les formations telles que les vôtres, mais aussi toutes sortes de formations qu'on fait sur les stéréotypes, sur le sexisme et la violence sexuelle également, sont extrêmement importantes. Et c'est, je dirais, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'ai connu. Parce que je suis d'une génération de femmes qui a connu les propos sexistes et qui avait intériorisé le fait que c'était normal. Et je dirais, on se sent toutes très coupables de ne pas avoir dénoncé, voire d'avoir ri à des blagues. Et ça renvoie à des discussions que j'ai avec mes filles qui ne sont pas toujours très faciles, parce qu'elles sont tellement engagées que parfois, il y a ce que Bourdieu appelle le conflit de génération, hein, parce que nous, on a tout accepté quelque part. Et mes filles me le disent, mais comment tu as pu accepter ces choses-là ? Donc il faut leur expliquer que nous n'avions pas la possibilité de l'exprimer, tout simplement parce que même nous n'en avions pas conscience. Et pour elles, c'est très difficile à entendre. Donc moi, je suis très contente que la génération de mes filles soit très mobilisée et qu'elles traquent ça partout où ça existe, et il faut qu'on les accompagne parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que je voudrais dire comme message, il peut y avoir un retour d'une sorte de virilisme. Je vais être très claire, on le sent dans un certain nombre de propos, de discours portés, et je pense qu'il faut qu'on soit vigilante, et peut-être que ça peut pas être uniquement les jeunes filles, ça peut être aussi nous, notre génération, ou les générations plus jeunes, qui sommes un peu aux manettes et qui avons encore des leviers pour travailler, qui devons être vigilantes sur le fait que ces acquis, cette prise de conscience, MeToo, il ne faut pas qu'elle retombe. Fatima Tanyang, chargée de mission à la coordination de la politique interministérielle et référente du réseau des maisons France Service à la préfecture de l'Eure. Quelle est votre définition du pouvoir et vous considérez-vous comme une femme de pouvoir ? Alors pour une sociologue, poser une question sur le pouvoir, c'est facile. Le pouvoir, si vous voulez, en gros, c'est la capacité de faire quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas fait sans votre intervention. C'est une définition que je donne, qui est très classique, pour montrer que le pouvoir n'est pas mal en soi. D'abord parce que le pouvoir, c'est une relation. C'est une relation entre deux individus, deux groupes, un groupe et un individu. Bref, c'est pas le pouvoir au sens maléfique, mais c'est le pouvoir de faire avancer des projets, mais de faire aussi des choses que peut-être d'autres n'auraient pas faites. Par exemple, prendre des jobs quand on est une femme et qu'on s'auto-censure. Donc le pouvoir, oui, je considère que je suis une femme de pouvoir au sens où j'ai exercé de hautes responsabilités. J'en exerce encore, mais pas obsédée par le pouvoir au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire la possibilité d'imposer des choses qui n'auraient pas de sens. C'est là où la limite doit être mise. Hélène Lemercier, CNRS, je suis actuellement en détachement dans un poste de responsable de ressources humaines à l'ENSICAN. Et vous avez parlé donc de procès en légitimité. Est-ce que malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez toujours cru en vous ? Oui. C'est une grande force, encore une fois, je la dois à ma famille, je pense, de pas douter de mes capacités. Je crois que je me pose pas trop de questions, mais en travaillant beaucoup avec des femmes, je me rends compte qu'elles s'en posent beaucoup plus. Combien de femmes j'ai évalué ou j'évalue encore, qui me disent qu'elles ne pourraient pas faire ce métier parce que elles n'en ont pas les capacités. C'est fou, et il faut vraiment qu'on arrive à les aider, parce que jamais, aucun homme ne me dit la même chose, jamais. Et si moi j'ai eu la force de le faire parce que j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a aidée, je sais que des générations de femmes ne l'ont pas, et que c'est à nous de leur tendre la main pour qu'elles ne s'auto-censurent pas. Oui. Agnès Magnan, je suis conseillère technique de service social à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Maritime. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie personnelle, et si vous avez eu des choix difficiles à faire ? Alors, je vous ai dit, j'ai 2 enfants que j'ai élevés en très grande partie seule. Donc, la double journée de travail, je connais. La charge mentale, surtout. Je crois que c'est surtout ça qui
à mon avis, plus pour les postes à responsabilité, c'est plutôt la charge mentale que la question de la double journée. Pourquoi ? Parce que quand on a des hautes responsabilités, on a le salaire qui va avec, donc on peut avoir quand même des aides. Et moi, j'ai été aidée, je le dis, et heureusement, je me suis fait aider. Donc, j'ai eu cette chance, mais beaucoup de femmes ne l'ont pas. Même à des postes de responsabilité, mais qui sont pas encore vraiment à des niveaux de salaire qu'on pourrait attendre. Et donc, de ce point de vue, ce qui m'a le plus, moi, ce qui est le plus difficile encore aujourd'hui, c'est cette charge mentale. De toujours savoir, comme un tableau Excel, où sont mes filles, ce qu'elles font, quels problèmes elles peuvent rencontrer. Et si elles m'appellent en réunion, il faut que je puisse décrocher. C'est une charge. Je suis à peu près convaincue que les hommes ne la vivent pas de la manière aussi intense. Et il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce soit partagé. En même temps, avoir élevé mes enfants a été un grand facteur de stabilité, de bonheur. Mais c'est vrai qu'on renonce parfois. Alors on renonce vous avez vu, moi j'ai pas renoncé à des jobs, mais j'ai quand même renoncé pendant longtemps à la mobilité. Pendant des années, il a fallu que mes filles soient un peu plus en âge d'être un petit peu plus autonomes pour que j'accepte d'aller à Limoges puis en Normandie. Je restais à Paris pour mes filles parce que je ne pouvais pas les lâcher. Et puis, la question de la mobilité internationale qui est quasiment impossible, enfin très difficile. Mais c'est quand même ça, c'est des questions qui se posent. Et il y a beaucoup de femmes, je sais, qui attendent pour le job à responsabilité que l'enfant grandisse. Mais quand l'enfant a grandi, il n'est plus là, le job à responsabilité. Ça arrive très souvent. Fabienne Dieuze, secrétaire générale adjointe de l'ADREAL, donc la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous permet de garder un équilibre de vie et comment vous faites pour prendre soin de vous. Alors, je pense que c'est aussi tout ce qu'on fait en dehors du travail qui est l'équilibre. Donc moi, j'ai une partie importante qui est occupée avec mes filles, mais on fait beaucoup de choses avec mes filles. On voyage dès qu'on peut. On a aussi beaucoup d'activités culturelles et j'y suis très attachée. Je ne fais pas beaucoup de concessions à ça, si ce n'est de regarder de temps en temps mon téléphone pour vérifier qu'il n'y a pas de drame. Mais en général, il n'y en a pas. Et je pense que ça, c'est très important d'avoir aussi son jardin secret, de ne pas concentrer complètement tous ses centres d'intérêt sur la seule activité professionnelle qui, un jour ou l'autre, finalement, disparaîtra. Sandrine Duval, directrice adjointe à la plateforme régionale des achats à la préfecture de région Normandie. Quelles valeurs avez-vous transmises à vos filles ? Pensez-vous être un exemple pour elles ? Surtout pas. C'est plutôt le contraire. Les valeurs, alors bon, d'abord, vous l'avez dit, je suis très attachée aux valeurs républicaines et je pense que mes filles, de ce point de vue, en entendent parler assez souvent et qu'elles sont aussi, comme moi, très fortement attachées à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la laïcité. C'est des choses qu'on partage bien et sur lesquelles on se comprend bien. Donc peut-être aussi cet égalitarisme très 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 clair qui fait que ce sont des féministes nées. Gaëlle Ferreira, je suis conseillère action sociale et environnement professionnel. Je suis à la préfecture de région sur la plateforme des ressources humaines qui vient en appui interministériel et régional. Selon vous, quel est le plus grand défi pour une femme aujourd'hui ? Alors, dans le domaine professionnel, c'est l'autocensure. Je crois que c'est un des sujets les plus importants. C'est pour ça que les formations que vous faites sont si importantes, de donner aux femmes l'impression qu'elles pourront faire ce qu'elles veulent et qu'il n'y a pas elles ne sont pas plus mauvaises que les hommes et que la question de la performance n'est pas attachée au genre. Je tiens beaucoup à ça. C'est très important qu'on véhicule ce message vraiment d'égalité et désessentialiser un tout petit peu la conception qu'on a des femmes. Parce que cette conception selon laquelle il faudrait prendre des femmes dans les entreprises, McKinsey, il faut prendre des femmes dans les entreprises, elles véhiculeraient des valeurs féminines qui favoriseraient la performance de l'entreprise. D'abord, c'est pas évident que ce soit vrai, mais en plus, c'est pas forcément ça qu'on essaye de véhiculer. Il faut désessentialiser. Les femmes apportent leurs compétences. Carole Laloué, donc je suis déléguée à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels, référente Les entreprises s'engagent pour la DETS, la direction du travail en département. Quel message souhaitez-vous transmettre aux femmes et aux hommes qui nous écoutent ? Alors, j'avais envie de dire que pour les femmes, je pense qu'il faut faire attention à la culpabilisation, notamment sur l'articulation vie privée, vie professionnelle. Il y a une forme de culpabilisation assez pernicieuse qui consiste à laisser entendre qu'une femme qui a des responsabilités est moins au foyer et donc elle négligerait ses enfants. Donc ça, je m'inscris en faux parce que toutes les études et la sociologie travaillent
là-dessus depuis très longtemps, montrent que les femmes qui travaillent d'abord, ça pose pas de problème, voire leurs enfants ont de très bons résultats scolaires. Les femmes qui ont des postes à responsabilité ont plutôt des enfants qui ont de bons parcours scolaires, par exemple, qui est quand même un critère important pour savoir si l'enfant va bien. Et donc, je crois qu'il faut arrêter de penser et de faire dire que prendre un poste difficile, ça va être mauvais pour les enfants. Parce que ça entretient bien l'autocensure. Si vous voulez dissuader une femme d'aller dans un poste à responsabilité, vous lui dites qu'elle aura plus de temps pour ses enfants et crac, c'est fini. Donc, il faut dire, les études montrent que le temps passé auprès de ses enfants n'influe pas sur leur bien-être et sur leur réussite scolaire. C'est quand même fort comme résultat, ça. C'est pas parce que vous allez rentrer un peu plus tard que l'enfant va moins réussir, parce que vous allez aussi apporter au foyer d'autres choses, vos compétences, votre capacité à écouter et à apporter autre chose. Et les hommes le font, donc pourquoi pas. Bonjour Madame Gavini, je suis responsable partenariat et international à l'école d'architecture. J'étais dans l'éducation nationale aussi quand vous étiez directrice à l'IFPRA et à l'ANR avant. Je voulais vous demander quel conseil donneriez-vous à une femme dans la fonction publique qui souhaite avoir une carrière épanouissante et pourquoi pas augmenter de poste mais aussi changer, prendre des risques. Je pense qu'il faut qu'elle utilise tous les leviers à sa disposition. Il y en a beaucoup, et je crois qu'il faut vraiment que les femmes s'appuient sur les femmes. Il y a cette espèce de sororité qui, je crois, fonctionne très bien. Je pense que oui, il faut leur dire qu'aujourd'hui, par bonheur, depuis quelques années, il y a quand même eu du progrès et qu'on peut exposer ses difficultés en tant que femme sans être stigmatisée et au contraire, vraiment être aidée. Donc nous vous remercions vraiment pour ce témoignage inspirant. Peut-être pour conclure, ce qu'on peut retenir de vos propos, même si vraiment ça a été très très dense, on a bien la confirmation que vous êtes une femme persévérante et déterminée. On retient aussi votre ouverture d'esprit, votre curiosité qui vous a permis d'avoir accès à un beau parcours professionnel. Et puis les messages que l'on retient, il y en a eu plusieurs. Nous, les femmes, arrêtez de se culpabiliser parce que toutes les études montrent que le temps passé avec ses enfants n'influe pas sur la réussite scolaire et le bien-être de ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Restez toujours en vigilance, peut-être retenir aussi cette notion-là parce que toute l'intériorisation des femmes, il y a aussi un risque que ça retombe et que une vigilance est nécessaire. Absolument. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Un immense merci à l'Institut régional d'administration de Lille et à la plateforme régionale des ressources humaines de Normandie, partenaire essentiel de cette journée et de la réalisation de ce podcast. Et bien sûr, merci aux participantes du parcours de formation vers l'égalité professionnelle dont vous avez pu entendre les questions et ressentir l'engagement tout au long de cet échange. Elsa Brière, Fabienne Dieuset, Elisa Duval, Sandrine Duval, Delphine Duvalet, Gaëlle Ferreira, Carole Lalouet, Hélène Lemercier, Agnès Magnan, Bariza Mehdi, Fatima Tanyang, ainsi que Sarah Emmanuel Rossi. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance, que je remercie également.